Bonjour à tous, bonjour Olivier Delamarche, merci de nous accorder de votre temps pour cet entretien sur Franc-Parler, donc l'émission de notre chaîne Reprenons le contrôle. Alors nos auditeurs vous connaissent sans doute déjà bien, je vais vous présenter un peu pour la forme. Vous êtes économiste, financier, consultant, conférencier, vous avez été ancien trader et directeur d'un family office. Vous avez eu une activité médiatique assez marquée lors des dernières années, notamment sur BFM TV, où vous vous êtes fait connaître, on va dire ça comme ça. Vous étiez assez célèbre pour votre franc-parler et vos punchlines un peu décapantes. Ensuite sur RT. Et vous avez fondé également Les Éconoclastes. Enfin, vous avez préfacé le dernier livre de Charles-Henri Gallois, donc Énergie et immigration, nos grands défis pour le XXIe siècle. Dans la préface duquel donc, vous flétrissez les économistes universitaires par rapport à des économistes praticiens de l'économie, au rang desquels donc, vous rangez vous-même et Charles-Henri. Et donc ma première question portera là-dessus. Qu'avez-vous contre les économistes académiques ou universitaires? Comment expliquez-vous la différence dans la vision de l'économie qui vous sépare en tout cas entre eux et vous? Et voilà, comment éclaircir un peu le débat là-dedans? Alors, en fait, alors j'ai rien contre eux, il y en a qui sont très bien, mais souvent, alors déjà quand j'ai fondé les Éconoclastes, ce n'était qu'avec des gens qui étaient des chefs d'entreprise, qui avaient une activité d'économiste, mais qui étaient aussi chefs d'entreprise, comme Pierre Sabatier, comme d'autres. Et donc, en fait, pourquoi? Alors je vais vous expliquer très simplement. Vous pouvez demain lire tous les livres de Prost et de Senna. Si je vous mets dans une Formule 1, vous allez vous planter au premier virage. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un économiste universitaire, il a en effet beaucoup de connaissances livresques de l'économie, mais il ne l'a jamais pratiqué. Il ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise, il ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Donc, vous avez des erreurs massives qui sont faites à cause de ça, parce que l'économie, ce n'est pas rester derrière un bureau à l'université et réfléchir aux grands problèmes du monde. C'est sortir, c'est discuter avec d'autres chefs d'entreprise, c'est voir comment ça fonctionne dans le réel, et non pas sur le papier. Vous savez, des proches disaient j'adorerais vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout marche. Eh bien voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas pratiqué, tant que vous n'avez pas essayé les choses, tant que vous ne vous êtes pas planté 2-3 fois avant de rebondir, eh bien vous ne savez pas ce que c'est. Et donc voilà la différence qu'on voit souvent entre des économistes universitaires qui quittent jamais leur bureau et des gens qui sont sur le terrain. Voilà. Et donc Charles-Henri en fait partie. Après, vous avez d'autres personnes, hein. Ce n'était pas exclusif. Vous avez des gens comme Charles Gave, il a monté une entreprise, il sait parfaitement comment ça fonctionne. Vous avez des gens comme Pierre Sabatier, comme Philippe Béchat, comme moi, etc. Donc, on a monté des boîtes, on vit avec ça tous les jours. Quand on prend une décision, c'est parce qu'on a fait une analyse macro avant et que voilà, et donc si on se plante, ça se voit tout de suite. Hein. Vous-même, vous êtes conférencier, donc vous avez, vous approchez un public qui est lui-même, je suppose, étudiant, ou en tout cas qui étudie l'économie, quelle que soit leur filière. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, en fait, c'est ça qui est assez frappant, c'est que on a fait beaucoup d'écoles quand on était avec les Éconoclastes. On avait fait toute une tournée en France dans des écoles et c'était assez frappant de voir que quelquefois dans le cursus de grandes écoles pourtant, en fait l'économie est optionnelle. Donc vous avez des gens qui sortent de grandes écoles où on se dit oui, ils en ont fait quoi de l'économie, ils savent ce que c'est. Et en fait non, pas du tout. Et donc c'est assez amusant. Et puis vous avez quand même des choses qui sont extraordinaires. Hein. Vous avez Sandrine Rousseau qui est prof d'économie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'elle forme quand même des générations d'imbéciles, c'est ça que ça veut dire.
Donc non, malheureusement l'économie est super mal enseignée en France. Vous avez des gens qui sont ce que j'appelle non seulement des économistes universitaires, mais ça c'est pas encore une grande tare, mais vous avez des économistes de gauche et qui sont pathologiquement de gauche. Voilà. Donc c'est incompatible avec l'économie. Hein. Gauche et économie, ça ne marche pas. Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir d'économie sérieuse de gauche? Surtout des gens qui sont des idéologues. Ils sont pas économistes, c'est des idéologues. Donc vous regardez ce que ça donne quand vous voyez les députés LFistes et quand vous voyez les discours de Sandrine Rousseau, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'une économie de droite donc? Pour vous, ce serait redondant. C'est pas une économie de droite. Après, il faut relativiser là ce que je dis. Il n'y a pas gauche, droite. Je m'en fous. Enfin, c'est pas. Mais il y a des choses de bon sens et il y a des choses qui ne le sont pas. Voilà. Donc, l'économiste de gauche dont la seule réponse à tout, c'est de taxer les riches. C'est d'aller tout prendre à Bernard Arnault, si vous voulez, c'est quand même d'une pathétique bêtise. Non? Résumé comme ça, oui, ça paraît voilà. Non, mais c'est quand même... Enfin, regardez ce qui se passe. Enfin, ouvrez les nouvelles. Systématiquement, le discours de LFI, alors ils ont 4 mots. Hein, c'est... déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est extrême droite. Bon, ça clôt le débat. Et puis la deuxième phrase, enfin le couple de mots autres, c'est taxer les riches. Voilà. Donc c'est quand même un peu limité comme non? Oui, mais alors ça paraît paradoxal parce que la plupart des gens, un grand nombre de gens vous diront que tout de même, dans les médias en particulier, les économistes, les chroniqueurs, économistes tels que vous avez pu l'être vous-même, ont une orientation plutôt à droite, plutôt libérale, etc. etc. Mais et donc, qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait le tropisme de gauche En fait, on a... Mais non, mais c'est faux. Les gens vraiment de droite, vous ne les voyez pas sur les médias. On a mis libéralisme à toutes les sauces. Et puis, comme on voyait que ça ne marchait pas trop, on a mis néo devant. Hein, ça, c'est aussi un truc de gauche. C'est de mettre néo devant un mot, et puis ça change tout. Donc les néo-fascistes, les néo-extrême droite, les néo-machin, etc. Ça ne veut rien dire, mais enfin bon, c'est... bon. Et là, vous avez les néolibéraux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'en France, on est dans un pays libéral? C'est une blague? Non? On a une politique économique de gauche depuis 50 ans. Donc, elle est où la politique libérale? Dans une politique réellement libérale, eh bien, quand vous avez une société qui se casse la gueule, vous ne venez pas l'aider. Hein, vous la laissez se casser la gueule. D'accord? Donc c'est quoi? C'est le capitalisme de connivence? Oui, plus. Ça, d'accord. Mais pas libéral. On met du libéral à toutes les sauces, c'est le mot qui sort de la bouche de tous les économistes, alors libéral, néolibéral, etc. Non, il n'y a rien de libéral en France. On est dans une économie qui est, en plus, avec une grosse accélération depuis M. Macron, qui est en pleine soviétisation. C'est une économie soviétique, c'est-à-dire c'est l'État qui se mêle de tout, qui est partout, avec quelques oligarques proches des politiques qui s'en mettent plein les fouilles. C'est du capitalisme de connivence, là, purement. Mais je ne vois pas le libéralisme là-dedans. Où est le libéralisme à partir du moment où l'État est partout? Partout. Il vous dit quelle voiture acheter, ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Ça devient infernal. C'est-à-dire qu'il y a une normalisation ou normisation et une... Wokisation, enfin bon, il y a tout, tout ce que vous pouvez mettre en action. Et quel est là-dedans, puisque vous parlez de l'État, le rôle supranational de l'Union européenne dans ce c'est un étage de plus qui fait qu'on n'est absolument plus en démocratie, mais depuis très longtemps en Europe, puisque c'est une classe dirigeante qui n'est pas élue. Je vous rappelle que
Enfin, moi, le truc qui me sidère le plus, c'est l'histoire de von der Leyen, qui se fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption, et qu'on retrouve à la tête de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est quand même lunaire, cette histoire. Et qui reste, et qui continue, et qui décide d'acheter des vaccins, parce que son mari est dans le coup et qu'elle a sûrement touché de l'argent. C'est pas possible autrement. D'accord ? Et qui refuse de donner les contrats, etc., qui passe ça toute seule, qui décide après, comme ça, notamment, par exemple, de fermer une entreprise française qui s'appelait RT, entreprise française, qui marchait très bien, simplement parce qu'elle a décidé de le faire, qui bientôt décidera de faire bombarder la Russie. Non mais enfin, on est dans un monde de fous. Et personne ne bronche, tout le monde trouve ça très bien. Il y a M. Macron qui nous explique qu'il faut aller vers plus d'Europe. Là, depuis les élections de Trump, ça leur a mis quand même un bon coup sur la tête. Ils se sont dit, là, ça risque de changer un peu. Donc, c'est tout ça. Et là, on est en train de vivre quand même une époque, je ne vais pas dire formidable, mais l'inverse de formidable, quoi. En tout cas, historique, mais négativement historique. Oui, tout à fait. Ça comme ça. Pour revenir un peu sur, pour von der Leyen, j'ai vu que dernièrement, là, elle essaie d'éviter la révélation des SMS. Alors, le contrat avec Pfizer, tout ça est un peu compliqué, mais grosso modo, il y a une sorte de collusion, cette fois, non pas de capitalisme, mais de collusion entre la Commission, la présidente et les instances chargées de surveiller ça, notamment les instances de régulation européennes, qui essaient de noyer le poisson complètement. C'est-à-dire que ça se passe au plus haut sommet, mais finalement, elle dit que voilà, les SMS, elle les a pas gardés, elle n'était pas censée les avoir gardés, elle les a oubliés. Enfin, il y a une légèreté dans le traitement des affaires. Mais c'est parce qu'ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont tous corrompus, en fait. Le problème, il y a. C'est-à-dire que toute la classe politique est corrompue. C'est pas possible autrement. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que le système continue. Vous regarderez d'ailleurs, personne finalement n'est opposé à von der Leyen. Hein ? Nouvelles élections, les nouveaux arrivent. Même si la veille, il prononce des discours enflammés contre von der Leyen, le lendemain, il la serre dans un bras. Donc, on voit bien que, et regardez le nombre de fois où M. Macron a évité la censure, enfin, l'Assemblée LREM a évité la censure depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous accrochés à leur poste. Parce que c'est jackpot pour eux. Et que s'ils font un acte de censure, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir de nouvelles élections. Et là, ils risquent de ne pas être élus. Donc, en fait, ils sont tous là. Il y a une grande comédie qui est jouée devant les Français. C'est on n'est pas d'accord, etc. Mais personne ne va jusqu'au bout. Et pourquoi personne ne va jusqu'au bout ? Parce que tout le monde n'a pas intérêt à aller jusqu'au bout. Parce que comme ça, vous vivez très bien. Je veux dire, faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, vous payez, et là, je vais, parce que c'est facile, je vais vous parler des LFI, mais payer un dealer 20 000 balles par mois. D'accord ? Parce qu'en tout, c'est 20 000 balles que ça coûte un député. 20 000 balles par mois. Un dealer, un drogué. Mais on vous explique que c'est pas grave. D'accord ? Si, c'est grave. Et c'est pas le seul. Parce que jusqu'au plus haut sommet de l'État, ils s'en mettent plein le nez. Donc, c'est un fait. Un drogué, un type qui tabasse sa femme, je vais dire, mais on va où là ? Ouais. Un analphabète de Logu. Alphabète total. Bon. 20 000 balles par mois ? Mais vous pensez qu'ils vont lâcher leur poste ? Mais ces types-là, vous les mettez dans le privé, ils ne gagnent même pas le SMIC. Oui, et puis il est viré au bout de 2 jours. Pour certains, c'est réellement l'ascenseur doré. L'auto, si vous voulez. C'est l'ascenseur doré. Voilà. Mais après, vous en avez d'autres. Hein. Là, je parle de ça, mais Bruno Le Maire, on va peut-être en reparler plus tard, mais Bruno Le Maire, c'est un garçon qui n'a jamais rien fait de sa vie, hein. Comme Gabriel Attal. Ils sortent de l'école,
Il rentre en politique. Il a écrit des romans extraordinaires. Oui. Romans de gare, porno, enfin bon. Mais ce n'était pas pour ça qu'on le payait. Il faut quand même se souvenir que tous ces gens-là sont payés par nous. C'est nos salariés. C'est nos salariés, pas plus, pas moins. Ce type-là, moi, je peux vous dire que si je l'ai dans ma société, d'abord, il ne sera jamais engagé, mais en plus, il va dégager au bout de 2 jours. Mais, enfin, et ces types-là restent. Et ensuite, mènent une vie. Alors, évidemment, ils se sont fait un réseau pendant ce temps-là. Ancien ministre, ça fait bien sur sa carte de visite. Mais c'est des gens qui sont loin d'être au niveau. Enfin, c'est pathétique, le niveau des élites soi-disant françaises depuis un moment. C'est quoi? C'est, je ne sais plus qui avait dit ça, j'ai vu ça, j'avais trouvé que c'était la bonne définition. C'est les rebuts des BDE d'entreprise, quoi, d'école, de commerce. Enfin, ces gars-là, c'est un peu de communication, zéro connaissance en rien, et ils nous baladent, quoi, toute la journée. Donc ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises par des gens qui ne devraient pas être là. Oui, c'est sûr. Alors Bruno Le Maire avait fait, je crois, Normal Sup. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais a priori, il n'avait pas de formation spécifique en économie. Non, mais même enfin, je veux dire, il fait Normal Sup, c'est peut-être une... Et encore, on se demande comment il a fait Normal Sup en ne sachant pas faire un ratio et en ne sachant pas ce que c'est qu'un hectare. Enfin, je veux dire, quand même un peu... et en ne sachant pas ce que fait 100 fois 100. Oui, quand même un peu limite, non? Si, oui, mais moi, ça ne me surprend plus à ce niveau-là, malheureusement. Donc Bruno Le Maire, appesantissons-nous un peu sur le bonhomme. Avez-vous regardé son audition par le Sénat Oui, constamment, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est les méchants, c'est mon successeur, parce que il a fait il a remis des trucs qu'il n'aurait pas dû. Mais l'ensemble, c'est pas Bruno Le Maire, c'est l'ensemble de la classe politique qui, un jour, découvre qu'il y a de la dette en France. Mais c'est une blague. Elle n'a pas été faite la veille. D'accord? Donc il savait. Barnier qui, je découvre. Non, tu découvres rien, garçon, tu sais depuis longtemps. Je veux dire, parce que c'est le mode de fonctionnement. C'est ça qui les fait vivre. Je veux dire, et qui fait vivre aussi leurs futurs électeurs. C'est comme ça qu'on fait. Vous savez, je ne sais plus qui a sorti ça, je suis allé vérifier. Donc c'est vrai. Dans les années 90, il y avait 1 400 000 agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a moins de 400 000. Donc on en a perdu 1 million. Et avec liaison avec la suite Mercosur dont on va parler, il y en aura bientôt plus que 200 000 et ça ira. Mais dans le même temps, on est passé de 18 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture à 36 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas un hic? Non mais... Enfin voilà, et je suis sûr qu'on pourrait s'amuser à faire ça avec le ministère des anciens combattants, alors qu'il n'y a plus d'anciens combattants. Enfin voilà, donc tout ça, c'est faire fonctionner une très très grosse machine de gens qui ne sont pas productifs, d'accord, qui ne sont pas dans le secteur productif, parce que en échange, vous leur avez donné un boulot et un salaire, donc vous avez quand même des chances qu'ils votent pour vous. Hein. Donc, et pour entretenir une énorme machine, mais une énorme machine qui ne sert à rien, dont les 3/4 ne servent à rien. Alors, quand on dit ça, évidemment, tout le monde va me tomber dessus dans les commentaires en me disant oui, mais les infirmières, il n'y en a pas assez, elles sont mal payées, les flics, il n'y en a pas assez, ils sont... Oui, mais d'accord. Mais... le problème, ce n'est pas les infirmières et ce n'est pas les flics ou les maîtres d'école dans l'éducation.
c'est tous ces fonctionnaires qui ne voient jamais un élève, jamais un patient de leur vie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour. Pas les infirmières. Moi, je suis pour qu'il y ait autant d'infirmières qu'on veut et qu'elles soient très très bien payées. Mais pas qu'il y ait une bande de glandus au-dessus qui ne foutent rien de la journée et qui sont payés, eux, très cher. La bureaucratie, quoi, les ronds de cuir que dénonçait déjà à son époque. Et il y a là, pour le coup, il y a des économies à faire. Il y en a plein. Supprimer des niveaux de... Là, vous avez... Quand on a regroupé les régions, qu'est-ce qui s'est passé? Pensez qu'on a viré des gens? Non, pas du tout. Donc vous aviez un gars qui faisait un boulot dans une des régions, vous aviez son homologue dans l'autre région, et figurez-vous que les salaires se sont adaptés au plus haut. Voilà. Et il y a 2 gars aujourd'hui qui se regardent en chien de faïence dans un bureau. Voilà, c'est tout. Y a-t-il eu un audit d'ailleurs à ce sujet sur les conséquences? Mais non, mais il n'y a jamais d'audit. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans à peu près. Oui, je crois que c'est en Oui, mais 2014. il n'y a jamais d'audit. C'est ce que d'ailleurs demande à chaque fois Charles Gave. Mais il faudrait un audit, il faudrait qu'une nouvelle équipe arrive, fasse un audit, mette tout sur la table et qu'on regarde réellement où va l'argent. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. On est le pays qui pompe le plus d'argent pour l'État et ça ne marche pas. Donc il y a une question à se poser à un moment. Et avant d'aller en reprendre un peu plus, on pourrait peut-être rediriger certains montants vers des choses plus utiles que d'avoir 2 gus qui se regardent en chien de faïence. Donc je rebondis sur vos suggestions. Si vous-même vous étiez tout à coup, par miracle, bombardé ministre de l'économie, et que, évidemment, nous soyons un peu dépris de l'emprise de l'Union européenne, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez? Alors, déjà, quelle est l'urgence? Quelles sont les... Déjà, je divorce parce que ma femme m'a interdit de faire de la politique. Je parlais de mesures générales et pas de mesures personnelles, évidemment. Donc ça, je vais être un peu occupé. Ensuite, non, la première mesure, je pense que là-dessus, Charles Gave a raison, c'est un audit. C'est un audit pour savoir où ça va. Et je pense qu'on aurait de vilaines surprises, très très vilaines surprises. Parce qu'il y a des dizaines d'assauts, d'observatoires, de trucs qui sont payés par l'État, qui servent strictement à rien. Vous avez déjà, je vous rappelle qu'on envoie des milliards à M. Zelensky pour qu'il se paye des villas et sa coke, fait beaucoup. Hein. On pourrait faire des hôpitaux avec ces montants-là. Hein. Qu'on fait des bêtises, d'ailleurs, que Charles-Henri Gallois a relevé, hein, le fait de continuer à indexer certaines de nos obligations sur l'inflation, qui était une bêtise monumentale. Et puis, la plus belle, je trouve, c'est cette histoire de plan de relance européen qui nous coûte la peau des fesses parce qu'ils ont oublié d'emprunter quand les taux étaient à 0 et qu'ils préfèrent emprunter quand les taux sont à 4 ou 5, c'est beaucoup plus rigolo. Donc voilà, ce genre de choses, mais il y en a énormément. Je veux dire, en effet, sortir la première chose, c'est sortir de l'Union européenne, de cette mafia qui nous coûte des milliards et des milliards par an et qui vont continuer à nous coûter encore plus parce que sortie du Royaume-Uni, donc il va falloir compenser, et autres, donc qui va nous coûter la peau des fesses. Sortir de cet euro qui est reprendre la souveraineté, reprendre la main. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de partis politiques qui vous annoncent que ça y est, s'ils sont élus, tout ira bien. Ben non, tout ira pas bien, parce qu'aucun ne veut sortir de l'euro et de l'Union européenne. Donc, vous continuerez à recevoir les ordres de Mme von der Leyen
Et vous continuerez à avoir des politiques qui ne sont pas des politiques qui sont dans l'intérêt de la France. Donc voilà, tout ça, ça fait déjà un joli programme, hein. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, je vous dis, réduire drastiquement la zone d'influence de l'État. L'État n'a pas à fabriquer de voitures, l'État n'a pas à s'occuper de nous imposer sans arrêt de notre manière de vivre. Enfin, je veux dire, c'est pas ça au départ, l'État. L'État, c'est un regroupement qui devrait s'occuper de choses dont on ne peut pas s'occuper individuellement un ménage, donc qui met ses ressources en commun pour faire un certain nombre de choses. Et ces choses, c'est quoi? C'est la santé, c'est la sécurité, etc. Mais c'est pas autre chose. L'État n'a pas à vous dire ce que vous devez manger, ce que vous devez, bientôt quand est-ce que vous pouvez respirer ou pas respirer. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs qui sont effarants, non? Donc il y a plein de choses qui sont en dehors pour moi des fonctions de l'État et dont l'État n'a pas à se mêler. C'est-à-dire, les gens pensent qu'ils sont en démocratie parce que tous les 5 ans, ils vont mettre un petit bulletin de vote. Mais c'est une blague. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez? Non. Mais sans emmerder votre voisin. Hein. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez? Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit parce qu'on vous dit vous ne pouvez pas rouler dans telle ou telle voiture, vous ne pouvez pas, si vous roulez dans cette voiture-là, on vous colle un malus de malade qui est en train de faire plonger l'industrie automobile européenne. Enfin. Non, mais oui, ça devient n'importe quoi. Enfin, on est arrivé on vous impose vous êtes obligé sans arrêt de vous surveiller parce que dès que vous prononcez un mot qui est un petit peu déviant par rapport à la moyenne, ça y est, vous êtes accusé de tous les maux. Enfin, je veux dire, ça devient grotesque, cette histoire. Donc, il y a un moment où il faut que l'État soit remis à sa place, qui n'est pas celle de s'installer chez vous et de vous dicter votre manière de vivre. Vous vous sentez milléiste? Non, je me réclame de rien du tout, moi. Non, mais j'ai... Président argentin, oui, non, mais c'est pour les gens qui n'auraient pas la réponse. Je me réclame de rien du tout. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me foute la paix. Et on est là, c'est suffisamment difficile, pour qu'il n'y ait pas l'État qui soit sans arrêt à vous pomper, à vous surveiller, Enfin, ça devient infernal. L'extrême a été le Covid. Non, vous pouvez boire assis, pas debout. Non mais, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est allé? Enfin, les gens devraient être vent debout. Et en fait, non, rien. Sur la question puisque vous avez prononcé le nom de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ces questions-là, est-ce que vous sentez parmi vos homologues ou parmi les économistes ou cette sphère-là une évolution du discours depuis maintenant, au moins depuis le Brexit? Ou est-ce qu'il y a toujours des positions très marquées Non, vous savez, je ne sais plus qui avait prononcé cette phrase, qui avait dit n'essayez pas de faire changer d'avis un con, il le fera tout seul. C'est un peu ça, c'est-à-dire que les gens viennent, petit à petit, ils viennent sur les positions qui sont évidentes. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à dire que les quantitative easing,
l'impression monétaire, enfin la planche à billets, ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets, c'était pas une bonne idée, que la dette, c'était pas une bonne idée non plus quand on n'avait plus de croissance, etc. Quand j'ai commencé à parler de démographie, tout le monde s'en foutait, tout le monde m'a rayonné. Hein. Quand j'ai parlé de cette démographie, c'était en 2017, où je disais que ça passait pas. Et que l'histoire des retraites, qui découle de ça, hein, puisque vous avez les actifs qui payent pour les dépendants, et je disais, oui, mais le problème, c'est qu'on calcule mal le ratio, le fameux ratio qui était à 1,79. En fait, il n'était pas à 1,79, il était à 1,30 à ce moment-là. Et que là, maintenant, c'est devenu catastrophique parce qu'on a une démographie qui a plongé. À ce moment-là, tout le monde se foutait de ma gueule. Sauf qu'ils y viennent petit à petit. Là, j'ai vu que, je ne sais plus quelle politique commence à parler démographie, mais voilà, ils y viennent. Bon, après, il y a quelques années, quand vous parliez sortie de l'euro, vous étiez un fasciste. Bon, on ne voyait pas bien le rapport, mais enfin, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ça devient quand même un petit peu plus difficile de le dire. Après, on vous a dit, oui, mais l'Europe, c'est la paix. Là, comment dire, ça bat de l'aile. Ça paraît pas très évident. Ensuite, on vous a dit l'euro, c'est la prospérité. Là non plus, ça devient quand même difficile de continuer à l'affirmer. Donc voilà, petit à petit, les cons vont changer d'avis. Voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, malgré la situation assez calamiteuse à tout point de vue, hein, si on prend les paramètres économiques principaux de la France, quelle est notre raison d'espérer? Quel est l'atout, selon vous, qui nous permettrait de rebondir, qui nous permettra de rebondir une fois que nous serons débarrassés de tout ce que vous dénoncez, ou en tout cas au moins de l'Union européenne, pour commencer? Déjà, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Oui, mais après. Moi, je me oui, non, mais d'accord. Mais déjà, il faudrait qu'on ait la possibilité de s'en débarrasser. Pour l'instant, moi, je ne vois pas. Peut-être que vous voyez. Moi, je ne suis pas du tout... je ne crois pas du tout à l'esprit révolutionnaire du français. Parce que j'ai malheureusement constaté, j'en parlais à l'instant, ce qui s'est passé pendant le Covid, et j'ai vu plutôt des gens soumis que des gens prêts à en découdre. Donc je suis sceptique là-dessus. Après, peut-être que je me trompe complètement et que demain, on va virer tous ces inutiles et tous ces gens qui sont même plus qu'inutiles, qui sont nocifs. Aujourd'hui, moi, je pense que le personnel politique, et quand je parle du personnel politique, je ne parle pas que du personnel Renaissance et LREM, mais je parle de tous, sur quasi tout le spectre, c'est des gens nocifs. Donc, est-ce que demain, on va avoir un Trump ? Pas sûr. Alors, en tout cas, moi, j'en vois pas. Si vous en trouvez un, je suis preneur. Malheureusement, le système français est fait de telle façon que ça va être compliqué pour quelqu'un comme Trump. Je l'idéalise pas, hein, on va en parler peut-être après, mais ça va être compliqué qu'il y ait un outsider qui arrive, qui soit totalement indépendant et qui soit, comme le disait Bernard Tapie, assez sévèrement burné pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Oui, bah, a priori, Trump, c'est pas tout à fait le... Comment dire, ça correspond pas vraiment au style français, quoi. Donc, effectivement, ça paraîtrait un peu étrange. On peut peut-être imaginer un Trump français, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemblerait. En attendant, il a été, lui, réélu. Donc, dans 2 mois, il arrive aux manettes, quoi. Il aura les coups des franches, en tout cas. Voilà. Quelles sont les conséquences économiques à redouter, à prévoir ou à espérer, je ne sais pas, à votre avis?
Alors moi, je pense que je suis parti de ceux qui pensent que c'est une excellente nouvelle pour les États-Unis. Nous, on n'est pas concernés. Que c'est une excellente nouvelle, je dirais, au niveau sociétal, parce qu'on va peut-être enfin arrêter avec toutes ces bêtises de wokisme et compagnie. C'est une excellente nouvelle probablement pour les Ukrainiens qui vont arrêter de se faire massacrer quand on aura sorti du jeu Zelensky, parce que je pense qu'il faut qu'il sorte du jeu. Je pense d'ailleurs qu'il se fera buter par ses propres troupes, pas par... Une révolution de palais, quoi. Oui, bah oui, parce qu'ils en ont peut-être marre d'aller au hachoir à viande pour rien, quoi. Simplement pour que M. Zelensky continue à se balader et à demander du pognon. Donc ça, je pense que c'est des choses que peut réaliser Trump. Maintenant, alors économiquement, pour nous, zéro intérêt, d'accord, au contraire. D'ailleurs, parce que Trump s'en fout complètement de l'Europe, et au contraire, Trump, comme les autres, comme Obama, parce qu'on ne va pas parler de Biden, lui il était cramé, il sucrait les fraises depuis longtemps, donc c'est pas lui qui dirigeait, c'est pas Kamala Harris non plus qui dirigeait, donc c'était bien Obama qui était derrière. Donc Obama, il s'est fait un autre mandat en attendant, donc, mais c'était pas Biden. En fait, moi, ma théorie, c'est que ce qui a été fait avec, notamment avec Nord Stream, c'est réellement de mettre l'économie européenne par terre. Et pourquoi ça a été fait? Pas parce que en fait, la Russie intéressait beaucoup les États-Unis, simplement parce qu'à un moment, en effet, il y avait des tentatives de rapprochement des Russes avec le reste de l'Europe, que ça n'a pas plu du tout aux États-Unis, et que, en plus, je pense qu'ils devaient détruire l'euro. Et pour détruire l'euro, il n'y avait rien de mieux que de casser la locomotive. La locomotive, c'était quoi? C'était l'Allemagne. À partir du moment où ils faisaient péter Nord Stream, parce que je vous annonce un scoop, c'était pas un maître-nageur ukrainien avec sa petite bouée flamant rose, hein, c'était bien les Américains, les Anglais aussi, hein, bon, mais... et tout ça pour détruire l'euro. Pourquoi détruire l'euro? Tout simplement parce que justement le dollar était remis en cause par les BRICS et que on est dans une guerre monétaire. On n'est pas dans une guerre commerciale. On est vraiment dans une guerre monétaire. Et que les États-Unis se disaient, si on arrive à détruire l'euro, on détruit une alternative au dollar. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous aurons, parce qu'il ne pourra pas l'arrêter, nous aurons une monnaie BRICS, qui sera en fait la monnaie chinoise, hein, faut pas, bon, ou peut-être une association Chine-Russie, mais principalement quand même la monnaie chinoise. Et de l'autre côté, si vous avez supprimé l'alternative, il y aura quoi? Il y aura toujours le dollar. Parce qu'il faut quand même se souvenir que ça fait 30 ans qu'on finance les déficits américains avec notre excès d'épargne, et que donc il ne fallait pas qu'à un moment, l'épargne de tous les autres pays puisse aller se mettre ailleurs que sur le dollar. Et pour moi, ils ont gagné. Et je ne pense pas que Trump revienne en arrière, pour nos beaux yeux. Il n'en a rien à faire. C'est un avantage acquis, donc. Oui, c'est un avantage acquis, il n'a aucune raison de revenir là-dessus. Donc, si vous voulez, économiquement, moi, je pense que, au contraire, on va continuer, bien aidé d'ailleurs par M. Macron, on va continuer à s'enfoncer.
et que les États-Unis, alors, d'une part, ils se sont arrangés pour que la réindustrialisation, vous savez, le truc que balançait monsieur Le Maire, toutes les trois phrases, en disant qu'il avait réindustrialisé la France. Non, en fait, les États-Unis sont un peu réindustrialisés, pas beaucoup réindustrialisés, mais un peu. Et grâce aux sanctions, d'ailleurs, parce qu'ils nous refilent toutes leurs saloperies, leurs gaz de schiste, etc., qu'on est heureux de payer 4 fois le prix. Et donc voilà, donc ce mouvement-là, moi je crois que les Américains, il ne faut pas non plus surestimer le pouvoir de Trump. Il y a des choses qu'il a annoncées et qu'il va faire. Il y en a d'autres qu'il ne pourra pas faire. Moi, je pense qu'on a probablement dépassé le point de non-retour aussi aux États-Unis. Je pense que Trump va faire gagner probablement entre 5 et 10 ans s'il arrive à placer derrière une autre personne efficace. Il aura gagné 5 ou 10 ans, mais que c'est pratiquement inexorable. C'est-à-dire que vous aurez une montée en puissance des BRICS qui se fera sur le long terme. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent ça y est, le dollar c'est fini, etc. Non. Dans 15 ans, oui. Mais pour l'instant, non. Ça aussi, vous savez, c'est la théorie et les faits. Quand vous discutez avec des gens qui traitent sur le pétrole physique, sur des bateaux, etc., il se trouve qu'ils traitent quand même encore en dollars et que en dollars. Pourquoi ? Tout simplement parce que si demain je vends un truc au Venezuela, je vais vous dire, s'ils essaient de me payer en bolivars, je vais dire non. Voilà. Ça vaut rien, donc je ne vais pas dire super. L'Argentine c'est pareil, le Brésil c'est pareil. Je ne vais pas accepter des réals brésiliens. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais traiter en dollars. Puis c'est tout, c'est comme ça. Donc il y a là aussi, on rejoint l'universitaire et puis le praticien. Il se trouve que les transactions aujourd'hui se font encore en dollars et que de moins en moins en euros et de plus en plus en dollars. Et c'est vrai que ça monte petit à petit sur les BRICS, mais on est loin du compte encore, très très loin du compte. Donc voilà. Eh bien, alors, pour la dernière question, restons à la fois en Amérique et chez les BRICS. Faut-il avoir peur du Grand Brésil ? Là, en ce moment, il y a le traité de libre-échange Union européenne-Mercosur qui est en passe d'être signé. Et ce, en dépit des protestations un peu formelles ou de façade des opposants français. Que faut-il en attendre? Que faut-il craindre? Est-ce que ça va être la catastrophe telle que certains l'annoncent? Est-ce qu'au contraire, ça va être une prodigieuse aubaine pour je ne sais quelle entreprise ou quelle filière économique en Europe ou en tout cas en France? Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est passé d'1 400 000 à un peu moins de 400 000, 380 000, je crois, agriculteurs. On va passer à 200, c'est bien. Voilà. Il y aura, à votre avis, l'agriculture française va être saignée par les importations céréalières et bovines, et le poulet aussi d'ailleurs. Mais comme elle l'est en permanence, on nous emmerde sur le CO2, sur le machin, etc. C'est quoi? C'est bien de faire venir les trucs de 6000 km ou de 7000 km qu'on peut faire chez nous. Mais ça gêne pas les écolos, tiens, c'est marrant. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui va pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est envahi de... J'ai vu un truc passer tout à l'heure. 80% des poulets qu'on mange aujourd'hui, c'est des poulets ukrainiens. Mais puisque vous êtes libéral, défenseur du libéralisme, on vous dira c'est la spécialisation, des productions en fonction
des capacités, et puis c'est, comment dire, la loi de l'offre et de la demande, etc. Enfin, quelque part... Mais est-ce qu'il n'y a pas une inconséquence de votre position, si non, je puis non, dire? pas du tout. Mais c'est jouer avec les mêmes règles. On nous colle plein de normes à la con en Europe par la Commission européenne qui veut faire ça comme ci, comme ça, etc. Bah, à ce moment-là, si on veut être vraiment libéral, bah, on nous fout la paix. Et là, c'est le marché qui va réguler, ouais. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le marché qui régule. Vous tapez sur la tête des agriculteurs toute la journée par la Commission européenne, et puis de l'autre côté, vous laissez rentrer des gens qui n'ont pas les mêmes règles. Bah, non, ça ne marche pas. Donc voilà, oui, vous allez continuer à avoir, je pense que dans quelques années à ce rythme-là, il n'y aura plus d'agriculture en France. En tout cas, les agriculteurs sont très inquiets. Mais oui, mais c'est après, à ce moment-là, s'ils veulent une France uniquement du tertiaire, ils le disent. Moi, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais enfin bon, après... Ils l'ont déjà plus ou moins dit de façon... oui, non, mais voilà. Et aujourd'hui, moi, je vous ai dit, je suis pour qu'on nous foute la paix. Il y a des entrepreneurs qui fonctionnent, qui entreprennent en France, etc. Sauf que dès qu'il y en a un qui commence à faire quelque chose, on lui tombe dessus. Vous avez vu le nombre de faillites qu'il y a aujourd'hui, de PME, etc. On n'a jamais été aussi haut en taux. Voilà. Et vous avez l'autre guignol là, qui continue à se balader sur les réseaux en disant j'ai tout réussi, j'ai protégé les Français, etc. Mais c'est une blague ou quoi? Alors sur le Mercosur, j'ai repéré une citation d'un économiste qui s'appelle Alexandre Lohmann, que vous connaissez peut-être, qui travaille au Brésil, alors je crois qu'il travaille pour un grand institut financier du Brésil, bon, et qui a déclaré, alors lui il est assez eurocritique, hein, qui a décrété que, après tout, les Français ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes, et que les protestations et les déclarations outrées contre le Mercosur, en fait, n'étaient d'aucune importance, qu'au Brésil tout le monde s'en fichait, puisque de toute façon ils étaient dans l'Union européenne et que ça a été décidé, qu'ils avaient transféré leur souveraineté, et donc la conséquence était qu'ils n'avaient rien à dire. Quoi. Mais on est d'accord. Alors c'est un peu cynique, mais ils voulaient non, l'exprimer mais de c'est façon... pas cynique, c'est la réalité. Oui, bien sûr. On n'est plus souverain. On n'est plus souverain Faut de voir le rien. calice jusqu'à Lali, quoi. On n'est plus souverain de rien. On n'a même plus le droit de propriété en France, donc c'est quand même gravissime. Et on est là, on vote toujours pour les mêmes, et après, on râle. Ah non, les gars, vous avez voté. Moi, franchement, j'ai été sidéré la deuxième fois pour Macron. J'ai pas compris. J'ai bugué à ce moment-là. En 2022, sa réélection. Oui, j'ai bugué. Vraiment. C'est-à-dire que 2017 encore, j'avais fait un Thinkerview à ce moment-là et j'avais dit non, c'est pas Mozart de la finance, c'est un crétin. Voilà. Bon, donc on peut pas me dire que j'étais... Et j'avais expliqué d'ailleurs que je m'étonnais de son patrimoine parce que je connaissais un peu ce qui se passait chez Rothschild et je savais qu'il avait touché beaucoup plus que ça. Donc voilà, donc je l'ai dit dès le départ. Mais pour moi, c'était absolument impossible que les Français votent la deuxième fois. Parce que la première fois, on peut dire, ouais, bon, allez, on ne connaît pas... Ça faisait 5 ans qu'il était déjà là, sous Hollande, comme ministre de l'économie, bon, il avait déjà fait des saloperies avec Alstom, etc. Enfin, donc, c'est pas un inconnu. Mais, bon, ok. Mais pas la deuxième. La deuxième, il y a le Covid, la gestion du Covid. Il y a les gilets jaunes. Oui, non, c'est assez atterrant. Ah, et les gars, ils revotent. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire oui, mais il y a eu une abstention record, il y a eu... Oui, ok, d'accord. Enfin, ils ont voté. Bon, alors maintenant, mais fermez-la, juste fermez-la. Quand vous dites aux gens, il faut sortir de l'euro et il faut sortir de l'Union européenne. Ah non, conneries, machin, etc. Ok, bah d'accord. Donc Mercosur. Assumer. Là, pour le coup, il a totalement raison. Enfin, je veux dire,
évidemment que les Brésiliens se foutent de nous. On est là, de toute façon, on sait très bien que tout ça, c'est vraiment du cinoche. Le budget, là, c'est du cinéma complet. Le budget, il va se décider, c'est Van der Leyen qui va le signer. On le sait. Donc, tout le reste, c'est de la comédie. Voilà. Donc Barnier, il va montrer son petit budget, il se prend une claque, il revient, il dit bon, bah, c'est pas bon, faut recommencer, faut retravailler dessus, etc. Mais on a plus du tout de souveraineté. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Je vous dis, il y a des... Alors, c'est des tout petits marqueurs, parce que c'est à une autre échelle, mais... Donc, je travaillais à un moment pour RT. RT, en décembre, ils remettent la fréquence, l'ARCOM remet la fréquence, et pourtant, Père Macron, ça fait un moment qu'il voulait la faire fermer, la chaîne. Hein. Donc, sauf qu'il y avait rien. Il n'y avait rien qui justifiait une fermeture. La Russie entre en Ukraine. Le lendemain, Van der Leyen dit « on supprime RT ». On supprime RT. C'est une chaîne française. Il y avait 200 journalistes qui bossaient, enfin journalistes, caméramans, etc., qui bossaient là-dedans, d'accord, qui étaient des Français, hein, pas des Russes. D'accord ? Cette boîte gagnait de l'argent, etc. Et on la ferme du jour au lendemain. Pourquoi ? Pas parce qu'ils avaient fait une bêtise, pas parce qu'ils avaient désinformé, etc., puisque l'ARCOM n'avait rien trouvé. D'accord ? Simplement parce que Van der Leyen l'avait décidé. Qu'évidemment, Macron a sauté à pieds joints sur l'occasion, parce que, je vous dis, il en rêvait depuis un moment. Donc voilà, enfin, on est dans un truc qui est... On fait fermer une boîte française. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par décision de l'impératrice, n'importe quelle boîte en France peut être fermée, pas parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas légal, d'accord ? Simplement parce que Mme van der Leyen l'a décidé, ou M. Macron l'a décidé. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de propriété en France. Alors après, pensez qu'il y a des investisseurs qui vont venir ? Non. C'est comme cette connerie d'aller... Nathalie Loiseau, celle-là je l'adore. Elle a à peu près le cerveau d'un moineau, mais je l'adore. Celle-là dit, il faut prendre l'argent des Russes qui sont... Mais c'est quoi le droit de propriété ? Si vous faites ça, ça veut dire quoi ? Prendre le capital, hein, précisons. Non mais que ce soit capital ou intérêt, les intérêts, vous connaissez le droit de propriété, hein ? Oui, ils sont attachés au capital, bien sûr. Ils sont attachés au capital. Oui. Donc, ça fait partie du droit de propriété, pleinement. Donc, dire oui, mais c'est que les intérêts, non. Intérêt ou capital, c'est pareil. D'accord ? À partir de là, vous faites quoi ? Demain, ça va être les Chinois. Vous avez vu que, comme d'habitude, les États-Unis franchissent la ligne rouge, puisqu'il y a une ligne rouge qui est pas touche à Taïwan. Qu'est-ce que font les Américains ? Mi-2023, ils livrent des armes à Taïwan, alors qu'ils savent que c'est la ligne rouge absolue pour les Chinois. Ils livrent des armes à Taïwan. Ils recommencent en janvier 2024 et ils recommencent en milieu d'année 2024. Donc, ils vont continuer, comme à leur habitude, comme ils ont fait avec l'Ukraine. C'est exactement la même stratégie. Et c'est exactement la même stratégie à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut quand même le dire, hein, nos meilleurs amis ils foutent le bordel partout. Bon, on ne peut pas dire que ça soit... bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un moment où il y a Van der Leyen qui va dire on saisit les avoirs chinois. Mais après, c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est tu m'as regardé de travers, je suis M. Macron, je saisis tes biens. Ce que fait Trudeau d'ailleurs au Canada. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il a saisi les biens des camionneurs qui étaient devant le Parlement d'Ottawa parce que monsieur ne supportait pas ça.
Et après, ouais, allez voter. C'est la démocratie, c'est joli, super. C'est pathétique. C'est pathétique. Bien. Eh bien, merci sur cette confidence en quelque sorte. Merci Olivier Delamarche pour cette interview, merci beaucoup. J'espère qu'elle aura plu à nos auditeurs, que j'invite d'ailleurs à aimer cette vidéo. Je les invite à s'abonner, je les invite également à commenter avec abondance ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit aussi peut-être. Et nous nous retrouverons pour un prochain numéro très bientôt. Et en attendant, eh bien, bon vent. Merci, merci à vous.